Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. J-1 avant la cérémonie d'ouverture, même si les JO ont déjà commencé avec le foot et le rugby hier, là j'ai les filles du hand en fond pendant que j'enregistre, ça régale. On enchaîne avec la 9e vidéo de notre série spéciale Jeux Olympiques, qui sera postée un peu plus tard que d'habitude, désolé, petite galère aujourd'hui. Mais voilà, on va parler aujourd'hui d'un sport qui connaît un gros buzz depuis quelques mois en France avec l'émergence d'une fratrie qui chamboule la hiérarchie mondiale. Vous l'avez deviné, on va s'attaquer au tennis de table. Un sport qui a intégré le programme des Jeux Olympiques en 1988 à Séoul et qui est outrageusement dominé par la Chine, vous vous en doutez. La Chine est tout en haut du tableau des médailles avec 32 médailles d'or sur 37 possibles. Côté français, un homme a remporté les 2 médailles qui figurent pour l'instant au palmarès français. Jean-Philippe Gatien en argent d'abord à Barcelone en 92, puis en bronze lors du tournoi de double en 2000 à Sydney aux côtés de Patrick Schilla. Malong, véritable légende du sport et double tenant du titre, n'est pas qualifié pour ces Jeux de Paris. Il n'est que 4e au classement de qualification olympique qui s'arrêtait au 11 juin et seuls les 2 premiers par nation reçoivent leur ticket pour ce tableau du simple messieurs. Étant donné que les 4 premiers de ce classement sont chinois, les numéros 3 et 4 mondiaux ne sont pas qualifiés pour ce tournoi olympique. C'est un système qui ouvre une toute petite porte pour les autres nations dans la course à la médaille de bronze et les frères de Lebrun comptent bien en profiter. Les 2 nouveaux phénomènes français sont arrivés comme des météorites sur la planète ping-pong il y a un an et ont donné un nouveau souffle à ce sport dans notre pays par la même occasion. Mais sont-ils vraiment en mesure d'inquiéter les Chinois et remporter le premier titre olympique de l'histoire du tennis de table français ? Qui sont les autres favoris de cette compétition ? On n'oubliera pas non plus de parler de nos chances dans les épreuves par équipe et de double mixte. On est parti, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur le tennis de table avant les JO de Paris. Les amis, dans cette vidéo, on va revenir principalement sur le tableau du simple messieurs et les chances des frères Lebrun. Je ne vais pas m'attarder sur leur histoire, la famille de pongistes professionnels, leur formation et structure d'entraînement un peu atypique, tout ça, car vous avez déjà dû beaucoup en entendre parler dans différents documentaires sur YouTube ou les autres plateformes qui sont hyper bien faits. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de s'attaquer au tableau masculin, je veux juste vous rappeler quand même leur récent fait d'armes en simple pour qu'on puisse évaluer leurs chances du mieux possible. Encore une fois, je ne prétends pas être un expert en ping-pong. Comme les autres sports, juste ça me passionne et j'essaie de vous donner un max d'infos. Mais n'hésitez pas à me faire remarquer des oublis en commentaire ou à rajouter des détails si vous y connaissez. Allez, on va commencer par Félix, 17 ans, le cadet de la fratrie, est mieux classé que son aîné puisqu'il s'est hissé jusqu'au 5e rang mondial en 2024. Il est arrivé sur le circuit professionnel en 2022 avec déjà quelques belles victoires sur des top 30, surtout quand on se dit qu'à ce moment-là, il n'a que 15 ans. Il explose vraiment en 2023 en remportant son premier titre sur le circuit professionnel aux Jeux européens en 2023. Premier pongiste français à s'adjuger ce titre. Puis au WTT Contender d'Antalya, il me semble que c'est l'équivalent des ATP 250 dans la hiérarchie des tournois de tennis de table. Il remporte son premier titre sur ce circuit qui est différent de celui qui organise les Jeux européens. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça complique les choses pour rien. En battant notamment le numéro 4 mondial en demi, le Brésilien Hugo Calderano, dont on va reparler dans ce tournoi olympique, et le numéro 9 mondial Dimitri Ovtcharov en finale. Dites-moi comment ça se prononce dans les commentaires. Allemand, donc j'imagine Dimitri. Grâce à 2 autres demi-finales sur ce circuit en 2023, les 2 qu'il perd face à Malong, dont une après un énorme combat en 5-7, il rentre dans le top 10 mondial. Encore une fois, faut se rappeler que c'est un gamin de 17 ans contre le meilleur joueur de l'histoire de ce sport, même s'il est vieillissant. Je sais pas, c'est comme si on disait qu'un Richard Gasquet à 18 ans pouvait battre Roger Federer par exemple. Impossible. Et non, je plaisante, vous savez bien que ça arrivait à Monte-Carlo. Bref, c'est pas le sujet. En début 2024, il confirme avec une victoire au WTT Star Contender, cette fois à l'équivalent des ATP 500, en battant encore une fois le Brésilien Calderano, tête de série numéro 4, juste derrière Félix d'ailleurs pour ces Jeux Olympiques, et derrière les 2 Chinois évidemment. Avec ce résultat, il passe 6e mondial et devient le premier joueur non chinois au classement. Enfin, il commence vraiment à se frotter au tout meilleur sur les plus grandes scènes du ping mondial en mars dernier, en atteignant la demi du Grand Smash à Singapour. Les Grands Smash, c'est l'équivalent des Grands Chelems tout simplement sur le circuit du tennis de table.
Avec ce résultat, il grappille encore une place au classement et devient le 3e plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la 5e place mondiale. Dans ce tableau de simple olympique, il sera donc tête de série numéro 3, comme je vous l'ai dit, puisqu'il est le mieux classé derrière les 2 Chinois qui semblent intouchables et même les 4 Chinois, mais seulement 2 sélectionnés. C'est pour ça qu'il est tête de série numéro 3. On passe maintenant au grand frère, Alexis, 20 ans et 16e joueur mondial. Il a dû batailler avec Simon Gauzy, un autre Français dont on va parler pour l'épreuve par équipe, pendant un long moment jusqu'aux dernières semaines de la période de qualification pour se qualifier dans le tableau du simple messieurs. Lui, il commence à se faire un nom dans le ping français en 2021 en remportant le double au championnat de France et le bronze en simple, seulement battu par Simon Gauzy, numéro 1 français à l'époque et futur vainqueur du tournoi. Il réalise ses premiers faits d'armes sur le circuit professionnel international en 2022 en accédant au dernier carré de plusieurs WTT Contenders et notamment la finale à Tunis en battant le numéro 4 mondial de l'époque, le japonais Tomokazu Harimoto. Avant de s'incliner en finale contre le brésilien dont je viens de parler, qui figure dans le top 5-7 depuis un petit moment, j'ai l'impression. Donc voilà, il prend également sa revanche ensuite sur Simon Gauzy en finale des championnats de France et remporte le premier de ses 3 titres nationaux. Il finit la saison 2022 numéro 1 français au 28e rang mondial. L'année d'après, en 2023, est pour Alexis, comme pour son frère, l'année de l'explosion aux yeux du grand public. C'est d'abord le premier affrontement entre les frères Lebrun en finale des championnats de France qu'Alexis remporte pour la 2e année consécutive. Puis en avril 2023, l'impossible se produit. Il bat le numéro 1 mondial et vice-champion olympique en titre en simple à Tokyo, Fan Zhendong. Au bout d'un combat remporté 11-9 dans la manche décisive en quart de finale du WTT Champions de Macao, qui cette fois est l'équivalent d'un Masters 1000 en tennis. Dans ce même tournoi, il s'incline finalement face à Ma Long au tour suivant, mais pour moi, ça marque vraiment un changement de statut dans leur carrière, car on se dit qu'il y a une chance maintenant quand ils rentrent dans l'arène face au tout meilleur de la discipline. Et même les Chinois, alors sans aller à dire jusqu'à ce qu'ils sont favoris ou qu'ils ont de sérieuses chances, bien évidemment, mais le regard des adversaires sur eux va changer en 2023. Et Alexis conclut cette année-là en remportant le bronze aux Jeux européens, remporté par Félix. 2 moments marquants en simple pour Alexis jusque-là en 2024. Son 3e titre consécutif de champion de France en battant à nouveau son frère au terme d'une finale, d'une fin de match complètement folle. Une célébration entrée dans la légende debout sur la table avec Félix en face qui fond en larmes. Et en juin, il remporte le premier titre en simple de sa carrière au WTT Contender de Zagreb. Il assure sa qualification pour les JO en même temps et il pointe aujourd'hui à la 16e place mondiale et sera tête de série numéro 11 dans ce tableau olympique de simple. Voilà, maintenant qu'on connaît un peu mieux leur progression et de quoi ils sont capables face aux meilleurs, on peut se plonger à fond dans le tableau et voir de qui ils ont hérité lors du tirage au sort, qui a d'ailleurs eu lieu hier. Un timing très heureux pour la sortie de cette vidéo que j'avais prévu de sortir aujourd'hui depuis un moment sans savoir que le tirage avait lieu hier, donc parfait. Dans ce tableau, la première chose à noter, c'est que les 2 représentants français ne sont pas dans la même moitié de tableau, ce qui veut dire qu'ils ne pourront s'affronter qu'en finale s'ils l'atteignent, ou lors de la petite finale s'ils s'inclinent tous les 2 en demi-finale. Donc c'est vraiment une bonne chose de ne pas avoir un duel fratricide, de garder toutes nos chances de médaille intactes. Deuxième chose à retenir, c'est qu'en tant que tête de série numéro 3, Félix ne pouvait pas tomber sur l'un des 2 Chinois avant les demi-finales, car les 4 premières têtes de série sont chacune réparties dans un quart de tableau. Donc ils ne peuvent pas s'affronter avant les demi-finales. Alexis n'avait pas cette garantie en étant tête de série numéro 11, mais il a bénéficié d'un plutôt bon tirage, puisqu'il est tombé dans le quart de tableau de la tête de série numéro 4, le Brésilien, encore une fois, Hugo Calderano. Donc je vais vous faire un peu le CV de leurs principaux adversaires dans leur quart de tableau, leurs chances d'atteindre une demi-finale et enfin s'ils peuvent espérer battre les ogres chinois en demi pour s'assurer la première médaille olympique française depuis Sydney en 2000. Donc je vais tout de suite commencer avec le tableau d'Alexis Lebrun dont j'ai déjà un peu parlé. Les deux premiers tours ne devraient pas poser trop de problèmes contre des gars au-delà de la 50e place mondiale, mais attention tout de même à la glorieuse incertitude du sport.
La petite pression pour un mec de 20 ans sur un énorme événement avec beaucoup d'attentes autour des frères Lebrun. J'ai pratiqué beaucoup de tennis et je sais que dans un sport individuel comme ça, on peut se retrouver des fois très très seul dans des matchs contre des personnes qu'on est censé battre. Et au final, on ne trouve pas de solution, on se frustre, on se presse de plus en plus. Donc attention tout de même. D'autant plus que je crois savoir qu'Alexis est un peu friable mentalement, même s'il a bien progressé, il peut encore dégoupiller sur un match. Donc voilà, méfiance quand même sur ses premiers tours, même si en toute logique ça devrait le faire. En revanche, les choses devraient se compliquer en huitième de finale face à Hugo Calderano, encore lui, tête de série numéro 4. En plus d'être solidement installé au plus haut rang du classement mondial dans les 2-3 meilleurs depuis 4-5 ans, j'ai l'impression, dans les 2-3 meilleurs derrière les Chinois évidemment. Il est aussi bien plus expérimenté que Félix puisqu'il va connaître ses 3e JO à 28 ans. Donc vraiment dans la force de l'âge, je pense que c'est l'âge parfait pour un athlète. 27-28 ans, on se connaît mentalement, physiquement, on est fini sans être encore, sans avoir basculé dans le côté trop vieux. Donc voilà, il est vraiment dans la force de l'âge pour ces JO de Paris 2024. Et enfin, il a remporté la seule confrontation entre les deux joueurs. Sur les confrontations, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires car le seul site que j'ai vraiment trouvé qui répertoriait ça, me semble, ne prend en compte que les tournois WTT, etc. Donc pas forcément, par exemple, les championnats du monde ou les championnats d'Europe ou les championnats du monde par équipe qu'on a disputés récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me reprendre. Donc voilà, il a... Certes, c'était en 2022 cette confrontation remportée par le Brésilien et Alexis n'est plus du tout le même joueur qu'à l'époque, mais le Brésilien n'a pas non plus régressé avec plusieurs titres sur le circuit WTT en 2023 et 2024. Donc voilà, ce sera déjà un gros client en 8e qui sera compliqué d'aller taper pour Alexis, mais s'il réalise ce premier gros coup, il pourrait tomber sur un Sud-Coréen qu'il a déjà battu en 2022 et qui est aujourd'hui 13e mondial, donc assez proche en termes de classement d'Alexis, et qui est tête de série numéro 8 de ce tableau. Donc un match très ouvert, s'il passe ce 8e contre le Brésilien, un match plutôt ouvert en quart pour aller chercher une potentielle demi-finale. Ensuite, on arrive aux choses vraiment très 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 sérieuses. En demi, il fera face à une montagne quasi infranchissable, le numéro 1 mondial Wang Chuqin, et vainqueur de tous les gros tournois en 2024. C'est simple, les WTT Finals qui peuvent s'apparenter aux Masters de fin d'année en tennis, un Star Contender, Masters 1000, et les 2 grands matchs à Singapour et en Arabie Saoudite. Donc c'est comme si voilà, il avait gagné les ATP Finals en fin d'année 2023, l'Open d'Australie, Roland Garros et les Masters 1000 qu'il y a entre-temps. Donc voilà, ça pose un peu le CV du garçon. En plus de ça, il domine outrageusement forcément le classement mondial. Il a plus de 4000 points d'avance sur son dauphin. Quand on connaît la densité et le niveau des Chinois, c'est quand même hyper impressionnant. Donc voilà, la finale semble quand même inatteignable pour Alexis Lebrun. Ça serait déjà très beau d'arriver en demi, car ce tableau n'est pas si simple que ça. Même s'il a réussi à battre Malong par le passé, et qu'il est capable de ce genre d'exploit donc face à des joueurs comme ça, Wang Chuqin semble quand même très très largement au-dessus, et sur une scène en plus comme les Jeux Olympiques, je vois pas un mec comme ça arriver un peu en dilettante et laisser quelque chose de côté et se faire surprendre. Donc voilà, pour moi, je pense que au maximum, et je vous ferai ma prédiction des médailles complètes après qu'on ait vu le tableau de Félix, mais pour moi, au maximum, ce sera une demi-finale et Wang Chuqin. Et en plus, donc il y a 2 Chinois qui sont injouables et lui, c'est le plus injouable des 2, quoi. Donc très compliqué d'aller le taper en demi-finale de ce tournoi olympique. Voilà, je vous propose d'enchaîner avec le tableau de Félix Lebrun. Donc lui, il jouera un qualifié au premier tour. Pas de souci normalement. Un bon test ensuite en 16e face au Suédois Anton Kohlberg, 25e mondial. Félix a remporté la seule confrontation entre ces deux-là aux Jeux Européens. Encore une fois, sur les confrontations, je ne suis pas sûr à 100%. Donc si vous avez plus de détails, n'hésitez pas. Il aura ensuite un gros test face à Dimitrij, je vais pas y arriver, Ovtcharov, 9e mondial, mais surtout un grand nom du ping international. Je ne vais pas faire tout son palmarès, mais de ce que je vois, je pense qu'il a longtemps été dans les premières forces derrière les Chinois, en remportant notamment 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques
à Londres en 2012 et à Tokyo lors des Jeux 2020. Félix a remporté leur seul affrontement en 2022. Toujours, reprenez-moi si ce n'est pas le cas. Donc quand même un tout petit avantage pour Félix car mieux classé et la dynamique est pour lui face à un Ovtcharov qui est peut-être une légende mais qui reste, qui est aujourd'hui un peu vieillissant. N'hésitez pas si vous avez plus de fun facts intéressants sur lui ou que vous pensez que je le sous-estime un peu lors de ce tournoi olympique. Ensuite, en quart, il retrouvera le Taïwanais Lin Yunju, 5e mondial, qu'il n'a affronté qu'une seule fois en 2023 et battu 3-7-0. Et enfin, il pourrait retrouver le plus prenable, ou plutôt le moins imbattable des deux Chinois, Fan Zhendong. Ça restera très compliqué, car il me semble qu'ils se sont joués 2 fois, une fois sur le circuit WTT, match largement dominé par le Chinois, et une autre fois lors des championnats du monde par équipe, qui ont vu un match plus serré, et où Félix a un peu plus embêté Fan Zhendong. Donc voilà, dites-moi si j'ai manqué des face-à-face. Encore une fois, je pense que ceux-là seraient les plus intéressants pour la vidéo. Mais voilà, un peu galère de retrouver toutes les archives entre les différents circuits, etc. Fan Zhendong, il a l'air un peu moins en forme et moins en vue qu'en 2022 et 2023, où il a été numéro 1 mondial et remporté plusieurs grands smash. J'ai écrit grand chelem, l'habitude du tennis. Et donc voilà, il resterait quand même un immense favori face à Félix. On est parti pour la prédiction des médailles sur ce simple masculin. Mais les amis, je ne vais pas parler de tous les outsiders par manque de temps, mais évidemment, le tableau peut ne pas ressembler à ce que je viens de vous dire. On peut affronter d'autres joueurs. Et encore une fois, la glorieuse incertitude du sport n'est jamais bien loin. Donc s'il y a des surprises, il pourrait tomber sur d'autres adversaires, mais ce sont les projections en fonction des têtes de série qui me semblent plus logiques. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal à croire à une qualif en finale pour les deux frères Lebrun, honnêtement. Pour moi, le scénario idéal et réalisable, on va dire, serait de voir nos deux Français arriver jusqu'en demi et qu'on s'assure une médaille de bronze. Je pense que pour Félix, ça devrait le faire, mais j'ai un peu plus de doutes sur Alexis à cause de son 8e face au Brésilien, tête de série numéro 4. Par contre, s'il arrive jusqu'en demi et affronte Félix dans la petite finale, il pourrait bien briser le rêve de son petit frère contre qui il n'a jamais perdu en compétition officielle, bien qu'il soit moins bien classé. Donc ma prédiction, c'est une médaille de bronze pour Félix, car je ne vois pas Alexis arriver jusqu'en demi. Et Félix mène 2-1 dans les affrontements avec ce Brésilien qu'il pourrait affronter pour la petite finale. En revanche, si Alexis se hisse jusqu'en demi, je le vois remporter la petite finale face à son petit frère et le faire fondre en larmes comme il a fait lors de la finale des championnats de France, ce salopard. Voilà, c'est tout pour ce tableau masculin. J'avais envie de me concentrer là-dessus parce que c'était vraiment le gros du sujet dans cette vidéo tennis de table. On va passer très rapidement sur les autres tableaux, en commençant par le simple féminin. Alors, dans le tableau du simple féminin qui est également dominé de la tête et des épaules par les Chinoises, nos représentantes françaises sont Jianan Yuan et Pritika Pavad. Donc d'abord la franco-japonaise d'origine chinoise et qui est naturalisée en 2011 pour obtenir la nationalité française, sera tête de série 14, 19e mondiale. C'est la doyenne de l'équipe à 39 ans. Elle a gagné le tournoi du top 16 européen en 2024, mais honnêtement aura beaucoup de mal à se mêler à la lutte pour le podium. Ensuite, on a la jeune Pavad, 19 ans et déjà 18e mondiale. C'est sûrement l'espoir du ping français côté féminin, mais ça semble encore trop juste pour aller chercher une médaille pour elle également. Du coup, pour l'épreuve par équipe féminine, pareil, pas vraiment de chance de médaille dans ce tableau-là. On est 8e au classement mondial aujourd'hui. Donc ça semble très compliqué quand on voit la densité des équipes en face. Dans le double mixte, on retrouvera les pairs Alexis Lebrun et Yuan, et d'un côté, et de l'autre, Félix Lebrun et Pavad. Je vous avoue que je pense que ça sera également compliqué pour une médaille pour ces pairs qui sont un peu loin au classement. Je ne sais pas si le classement est hyper révélateur. Je ne sais pas si dans cette catégorie les pairs jouent très souvent ensemble et donc c'est reflété dans le classement mondial. Donc n'hésitez pas si vous avez plus d'infos là-dessus et que je me trompe peut-être et qu'on a au final une chance potentielle de se mêler à la lutte. Enfin, dans l'épreuve par équipe, messieurs, on retrouvera les deux frères Lebrun et Simon Gauzy, numéro 3 français dont j'ai parlé,
qui a été numéro 1 français avant l'émergence des frères Lebrun. Ces trois-là s'entendent vraiment très bien. Je vois souvent des vidéos sur les réseaux sociaux ensemble. Enfin, ça a l'air d'être une belle communion d'équipe. Et pendant les championnats du monde par équipe en 2014, c'était vraiment, il y avait l'air d'avoir une très bonne ambiance. Donc voilà, on est clairement dans les discussions pour la médaille d'argent derrière la Chine, puisqu'on est médaillé d'argent des derniers championnats du monde par équipe dont je viens de parler, et troisième mondial dans ce classement derrière la Chine et l'Allemagne. Malheureusement, les tableaux sont sortis hier, je vous l'ai dit, et on est tombé dans la moitié de tableau de la Chine. Et à moins d'un véritable exploit, le parcours des Bleus s'arrêtera au maximum en demi face aux Chinois qui ont reporté cette épreuve à chaque édition depuis son apparition au programme à la place du double à Pékin en 2008. Attention tout de même pour les Chinois à la Corée du Sud qui les avait poussés, qui s'affronteront dès l'écart et qui ont poussé les Chinois dans leur dernier retranchement 3-2 il me semble au dernier championnat du monde. Mais au JO, avec toutes les forces en présence côté chinois, ça devrait quand même le faire assez facilement pour eux. On pourrait jouer la petite finale face à l'Allemagne ou le Japon qui sont classés 2 et 4 respectivement. J'ai lu que l'Allemagne alignera Ovtcharov, Dang Q et Timo Boll, 47 ans. Il me semble, ou 43 ans, je sais plus. Enfin, bref, c'est ses 7e jeux. Il était présent à Sydney déjà. Donc voilà, vraie légende aussi du ping. Et donc j'ai lu ça. Si vous pouvez confirmer pourquoi Patrick Franziska, qui semble être numéro 1 allemand d'après les classements que j'ai vus, n'est pas présent pour ces JO, s'il est blessé, s'il est suspendu, s'il y a quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, avec cette absence, je vais donner un petit avantage aux Japonais et je vois les Français les battre pour la médaille de bronze. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et c'est donc l'heure du bilan, comme d'habitude, pour la France en tennis de table lors de ces JO de Paris. Donc si vous avez bien suivi, je vois donc 2 médailles de bronze pour nos Bleus, une en simple messieurs pour Félix, sauf s'il joue son grand frère en finale, et l'autre dans l'épreuve par équipe, également en bronze pour les frères Lebrun et Simon Gauzy. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve demain pour la toute dernière vidéo de cette série. Pour cette dernière vidéo, je vous ai prévu une petite vidéo pêle-mêle où on va se pencher sur une vingtaine, 25, j'ai pas encore tout finalisé, mais une vingtaine de chances de médailles françaises dont on n'a pas parlé dans les vidéos précédentes et qui ont des belles chances de médailles. Donc ce sera hyper intéressant parce que des sports un peu moins connus comme le VTT, le triathlon, etc., etc. Donc voilà, j'avais trop hâte de faire cette vidéo et de vous parler de nos autres chances de médailles. Ciao l'équipe!